Lors de notre dernière intervention est venue, avant qu'on passe à la séquence de table ronde et aux échanges, du moins à ce qu'il en reste, je ne vous cache pas qu'on aura un peu grignoté dessus. Donc je serai très bref pour la transition. Et Angélique Giacomini, je vous invite à prendre place au pupitre. Je le rappelais ce matin, vous êtes déléguée générale adjointe du bien connu réseau francophone des Villes Amies des Aînés. Et vous êtes aussi vous-même sociologue, docteur en sociologie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci aux courageux d'être encore parmi nous après cette riche et dense journée. Promis, j'essaye de faire court. Et c'est une tâche difficile que de parler après tout ce qui a été dit d'extrêmement intéressant et pertinent. Alors, effectivement, je vais vous parler du point de vue du réseau francophone des Villes Amies des Aînés, qui est une association de collectivités, donc principalement des mairies, mais aussi des communautés de communes, des métropoles, des départements, qui se préoccupent de ces enjeux du vieillissement et qui s'engagent à améliorer leurs politiques locales pour mieux les intégrer de façon transversale. Et du coup, moi, je suis hyper contente d'être parmi vous aujourd'hui, parce que c'est un colloque organisé à la Cité de l'Architecture et que l'un des enjeux majeurs qu'on rencontre aujourd'hui, et vous l'avez largement entendu, c'est de sortir des milieux naturels dans lesquels on parle toujours entre nous de vieillissement, avec tous ces acronymes, avec tous ces acteurs qui connaissent très très bien les choses, pour permettre en fait que ce défi démographique intègre l'ensemble des thématiques qui sont portées dans la société. Aujourd'hui, on va parler de l'habitat, mais ce matin, je discutais mobilité avec un autre acteur qui regrettait que ce soit pas souvent porté sur cette thématique-là. Et en fait, on l'entend à chaque fois qu'on sort un petit peu du champ médico-social ou sanitaire, on entend cette complexité à faire entendre que le vieillissement de la population doit être un défi pris en compte par l'ensemble des secteurs. Et dans ce cadre-là, j'ai envie de vous dire, votre mission est grande, puisque si vous êtes là, même si vous êtes architecte, urbaniste, décideur, si vous êtes là, c'est que déjà vous vous questionnez autour de ces enjeux, ou peut-être même que vous agissez déjà sur ces sujets, et donc que votre rôle de militantisme auprès de ceux qui travaillent ces sujets sans s'être encore posé ces questions-là est essentiel, parce que vous avez une légitimité, vous avez une culture partagée, vous avez accès à des endroits où vous pourrez porter ce message et être entendu bien mieux que des acteurs du champ du médico-social qui n'auraient pas cette culture commune. Donc on compte sur vous pour la suite. Aujourd'hui, on fête les 10 ans du réseau, ce 26 janvier. C'est une date qui est importante pour nous. Et au cours de ces 10 dernières années, très très souvent, on a rencontré des élus à l'habitat, des professionnels de ces secteurs dans les collectivités, mais aussi des architectes, des urbanistes, qui nous ont très souvent dit « Écoute, tes petits vieux, c'est gentil, mais moi, c'est pas mon affaire. Je travaille pas sur les vieux, je travaille pour tout le monde. » Et on a vraiment essayé de détricoter les choses pour réfléchir avec eux et pour se dire, bah oui, mais à force de travailler pour tout le monde, sans prendre en compte les particularités de ces aînés, à la fin, on oublie à peu près un quart de la population. Un quart de la population de personnes âgées qui ne sont pas des personnes en situation de handicap, parce que là aussi, la confusion est très souvent grande. On observe d'ailleurs dans les collectivités encore souvent des adjoints aux personnes âgées et aux personnes handicapées, par exemple, où il y a une forme de confusion entre ces situations et quelquefois une confusion sur la base des incapacités en fait, des gens, plutôt que de partir de leur potentiel pour construire les projets avec eux. Et là aussi, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre sur le fait qu'on peut être âgé sans être en situation de dépendance, mais pour autant, il est possible d'avoir des particularités. Et si on ne prend pas en compte ces particularités, à force de travailler pour tous, on finit par plus travailler pour personne. Et l'enjeu qu'on a, nous, c'est vraiment d'accompagner les collectivités à essayer de travailler pour chacun. Et c'est pas uniquement des mots, c'est vraiment d'être en proximité. Et le film que vous avez passé tout à l'heure, je crois, nous a tous fait un petit vent de fraîcheur, parce qu'en fait, de voir les vieux, de les voir évoluer, d'entendre en fait la manière dont ils vivent les espaces, ça redonne vraiment du sens et on s'aperçoit que c'est dans la dentelle en fait que va se jouer la réussite d'un projet. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important.
Donc je vous disais, hein, on a beaucoup entendu de services ou d'élus qui nous disaient oui, moi les vieux, c'est pas mon truc, je travaille pour tout le monde. Et d'ailleurs, la petite illustration qui me fait toujours sourire, c'est quand dans une mairie, on reçoit un courrier qui porte sur la mobilité, sur l'habitat, sur je veux déménager, je cherche un nouvel habitat, etc. Ce courrier direct, si vous avez 80 ans, il part au CCAS. Et je trouve que ça vient vraiment dire quelque chose, en fait, d'une forme de discrimination qui est liée à l'âge, qui fait qu'on n'est plus tout à fait un citoyen, un habitant comme les autres, mais que tout de suite, on nous envoie du côté de la compensation, du côté des affaires sociales, alors finalement qu'on est avant tout un citoyen, un habitant de la cité, et que si le service public est fait pour tous les publics, il doit être fait aussi pour les personnes âgées. Donc c'est vraiment là qu'on a envie de travailler. Je dirais aussi un petit peu plus tard quelques mots sur l'agisme, mais j'aime beaucoup au Canada leur façon de travailler sur la notion de maltraitance des personnes âgées, hein, qui est un petit sujet en ce moment également en France. Eux, ils travaillent vraiment beaucoup sur ces sujets. Il y a d'ailleurs un ministère à la maltraitance des aînés. Et dans cette notion de maltraitance, il y a aussi la notion de négligence, le fait de ne pas prendre en compte. Et je crois que dans les politiques locales, on gagnerait à considérer qu'on peut être maltraitant si on oublie de prendre en compte. Ces particularités liées à l'âge, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On a d'ailleurs en France des grands sociologues et des médecins qui nous disent le vieillissement n'existe pas en tant que tel. Il y a beaucoup trop d'hétérogénéité dans l'avancée en âge pour expliquer ce que seraient les personnes âgées de façon totalement indifférenciée comme ça. Pour autant, je crois qu'on peut parler par exemple de certains éléments qui sont liés à des effets de génération. On a pas mal parlé aujourd'hui de la question de la fracture numérique par exemple. Donc ça, c'est lié au vécu générationnel des habitants qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas grandi avec les nouvelles technologies, mais c'est des choses qui tendront aussi à évoluer dans les années qui viennent. Et puis, il y a aussi des effets d'âge qui peuvent là générer donc, de la fragilité, mais aussi des choses plus subtiles qui me semblent importantes de creuser, comme une modification du rythme qui est en partie liée d'ailleurs à la sortie de l'emploi, mais pas que, aussi du rythme physique dans les espaces publics, ou encore de la réduction de la taille du réseau social, par exemple, là aussi lié entre autres au statut de retraité. Et par exemple, cette question du rythme, elle vient vraiment, enfin voilà, je ne vais pas la creuser aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais je trouve qu'elle est passionnante parce qu'en fait, elle vient aussi questionner cette question de l'intergénération et du fait de vivre ensemble à des rythmes différents dans les espaces publics. Et là aussi, ce qui est essentiel et ce que je trouvais rafraîchissant dans le film qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ces particularités, pour bien les comprendre, pour bien les entendre, elles ne peuvent venir que des aînés eux-mêmes. Et c'est de la même façon que plusieurs intervenants disaient, quand on dit c'est comme chez vous, c'est pas chez vous, de la même manière, se mettre à la place des aînés, c'est pas être les aînés, et on n'en tire pas les mêmes enseignements. Donc c'est essentiel, par exemple, sur la question de l'habitat, effectivement, l'ergothérapeute va pouvoir apporter des éclairages hyper intéressants, hyper pertinents, qui sont d'ailleurs souvent liés à son observation du vécu et de l'expertise, enfin, et de l'usage des aînés. Mais ce qu'elle va apporter, ça va être une expertise technique, avec des solutions, avec une traduction des besoins en solutions possibles. Les aînés, ils vont apporter quelque chose de leur usage de l'endroit où ils vivent. Et ça, c'est inégalable et c'est irremplaçable. Et vous voyez, je discutais hier avec une petite commune qui a un projet d'habitat senior, comme c'est beaucoup la mode. Mais moi, je trouve qu'on devrait vraiment lancer des réflexions profondes sur qu'est-ce qu'on entend par de l'habitat senior. Aujourd'hui, les communes vous disent « je fais de l'habitat senior », c'est de l'habitat, alors certes en centre-bourg, proximité, services et commerce, mais en fait, une fois qu'on creuse un petit peu, c'est ni plus ni moins que de l'habitat adapté PMR. Donc vous voyez qu'on rentre de nouveau dans de la confusion entre le vieillissement et le handicap. Et moi, quand les élus me répondent « oui, mais ça ne leur enlève rien d'arriver et d'avoir un logement PMR, et comme ça, on sécurise pour la suite ».
ça ne leur enlève rien. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça, parce que je ne sais pas vous comment vous choisissez votre logement, mais moi, il faut qu'il me plaise, il faut qu'il me donne envie, il faut que je m'y sente bien. Et si déjà il y a des barres d'appui partout, si les toilettes font la moitié de l'appart parce que c'est les normes PMR, si la douche est posée au milieu de la salle de bain sans la moindre distinction et que ça inonde tout, en fait, si ça me pose un problème, surtout si c'est superflu et que j'en ai pas besoin. Alors je dis pas d'aller poser une baignoire dans un appart où on sait que c'est des gens de 75 ans qui vont arriver, mais pour autant, ces gens-là, quand ils arrivent, à quoi on les renvoie ? Au fait que finalement, vu que dans 2-3 ans, tu vas finir par être handicapé, autant prévoir. Merci, c'est très joyeux. Donc c'est comment on redonne du sens autour de ça et comment est-ce qu'on accompagne l'usage avec des choses qui soient très rapidement adaptables, parce que oui, le risque est plus grand, et mettre une barre d'appui le jour où on en a besoin, il faut que les murs porteurs soient aux bons endroits, etc., etc. Il faut que ce soit adaptable très rapidement et qu'on ne soit pas sur des contraintes de bâti qui soient énormes. Par contre, on n'est pas obligé d'amener de la médicalisation ou des objets en plus souvent superflus au moment de l'arrivée de ces personnes-là dans le logement. Et là aussi, je pense qu'il y a un point qui est hyper important quand on parle du vieillissement, c'est que quand on parle des personnes âgées, on ne parle plus que des besoins. On ne parle plus des envies, on ne parle plus du plaisir à vivre, on parle des besoins des personnes âgées. Moi, j'aime bien la phrase de l'OMS qui dit après avoir donné des années à la vie, donnons de la vie aux années. Quel est le sens de continuer à augmenter l'espérance de vie si, au final, on tient pas, on fait pas attention aux envies et Voilà, on l'a beaucoup entendu, hein, mais la vie à la retraite aujourd'hui, c'est 10, 20, 30, 40, 50 ans pour certains. C'est plus que ce que j'ai moi-même vécu dans ma vie. J'ai même du mal à me l'imaginer. Comment est-ce qu'on peut toujours réduire les personnes âgées à ce qu'elles étaient avant, en oubliant quelquefois qu'elles sont le présent et qu'elles sont l'avenir, et qu'on a aussi des choses à construire ensemble pour que ça leur convienne du mieux possible. En consultant les personnes âgées, on s'aperçoit aussi que c'est la meilleure façon de s'adapter aux particularités des territoires sur lesquels on fait émerger les projets. Parce qu'on ne peut pas être dans la duplication continue de projets entre des territoires qui sont complètement distincts. Et en fait, on s'aperçoit que quelquefois, les besoins sont les mêmes, en fait, dans beaucoup de territoires. Nous, ce qu'on entend beaucoup sur les consultations d'aînés, c'est une préoccupation pour la mobilité, une préoccupation pour l'habitat, sur la fracture numérique. Mais en fonction des territoires sur lesquels on est, en fonction de son histoire, en fonction de ses ressources, en fonction de son réseau local, on ne va pas du tout avoir les mêmes réponses qui sont données. Et donc, c'est aussi en construisant les choses avec les habitants, avec les acteurs de territoire, qu'on arrive à offrir des solutions qui sont adaptées, qui sont faites sur mesure et qui vont vraiment répondre aux besoins des uns et des autres. Bon, je m'embarque dans tous les sens, donc je vais accélérer pour respecter le temps. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette démarche Ville-Amie des aînés, elle a vraiment pour objectif de transformer ce concept de vieillissement actif, donc le fait que chacun puisse augmenter ses capacités à vieillir en bonne santé en fonction de la vie qu'il va mener. Donc c'est une transformation de ce concept de vieillissement actif en une méthodologie de projet pour les territoires. Donc l'idée, c'est d'aller accompagner les collectivités territoriales pour améliorer leur politique publique à travers de la conduite de projet. Et là aussi, pour y arriver, on a besoin de sortir en fait des carcans habituels, des réseaux habituels, de ces fameux silos. Et nous, donc, on travaille autour de 8 thèmes, l'habitat, la mobilité, la culture, l'information, etc. Et en fait, on observe que dans la façon dont les habitants vivent un territoire, bien sûr, il y a le logement, il y a l'habitat, mais il y a aussi le quartier et la ville, et plus largement même, j'ai envie de dire, le bassin de vie, parce que quand on parle d'habitat, c'est important de se dire qu'on ne va pas faire un EHPAD par clocher ou une résidence autonomie par village, hein, c'est pas du tout l'objectif, je crois qu'il ne faut pas qu'on arrive à ça, mais plutôt d'être dans la création d'un parcours résidentiel avec une offre diversifiée, parce que quand je vous parlais de plaisir, un des enjeux majeurs pour avoir plaisir, c'est de pouvoir choisir entre différentes options, celle qui conviendra. Et pour pouvoir choisir, il faut avoir une gamme, une offre suffisamment diversifiée dans un bassin de vie.
Et donc, au-delà de l'habitat en tant que tel, ça va être créer un dispositif de covoiturage culturel pour permettre aux gens de continuer à sortir et de participer à la vie du territoire. Ça va être, par exemple, créer une charte d'accueil des aînés avec les commerçants du territoire, où ils s'engagent à des choses simples, hein, écrire plus gros sur les étiquettes, laisser une chaise où s'asseoir, proposer du portage à domicile, etc., etc. En tout cas, pour créer des zones d'habitat favorables au vieillissement, créer des territoires où les aînés, quelles que soient leurs évolutions, leur fragilité, leur parcours de vie, puissent continuer à vivre comme ils le souhaitent en tant qu'habitants, en tant que citoyens dans leur territoire. Et il y a vraiment aussi un sujet autour de la ville intergénérationnelle, hein, et je voudrais dire aussi l'importance de ne pas être dans la stigmatisation. L'importance de ne pas vouloir absolument toujours construire des systèmes de compensation à la marge pour les personnes âgées, mais plutôt de mieux intégrer leurs particularités dans l'ensemble des politiques publiques, c'est ce que je vous disais juste avant, non pas pour créer une ville qui serait amie des vieux uniquement, mais une ville amie des âges, amie de l'âge, et qui permette que chacune des générations, sans être stigmatisée, continue à se sentir accueillie dans le territoire, et le sentiment qu'on continue à avoir des égards pour qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle a envie dans le territoire. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Vous voyez, je me souviens d'une intervention d'un monsieur de chez Keolis, de Lyon, il y a quelques années maintenant, qui disait, vous voyez, nous, tous les cadencements des transports en commun, ils sont faits sur les scolaires, sur le rythme des scolaires, les sorties de cours, les débuts de cours, les sorties d'internat, etc. Et en fait, on s'aperçoit que d'un point de vue démographique, pourtant, l'équilibre a complètement changé et qu'on a plus de personnes âgées que de scolaires. C'est extrêmement difficile de faire revenir sur ce qu'on a toujours fait. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper complexe. Et je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, ça ne veut pas dire qu'on faisait mal avant. Ça veut dire qu'on faisait par rapport aux repères qu'on avait à ce moment-là. Mais étant donné que ces repères changent, c'est vraiment essentiel de remettre les choses à jour. Et pourquoi je vous dis ça là ? C'est parce que je vous parlais de non-stigmatisation. Vous voyez que Keolis, quand ils changent leurs horaires de transport pour que ça corresponde aussi au mode de vie des personnes âgées qui ont peut-être envie d'aller sur tel marché, etc., ou d'être moins chahutés sur certains horaires où c'est pas les heures de pointe et où le chauffeur de bus aura un cadencement un peu plus souple pour attendre que la personne soit assise dans son bus avant de redémarrer. On va pas écrire sur le bus « ceci est un bus fait pour les vieux, allez-y ». Évidemment que non. Le but, c'est que chacun s'y retrouve et que chacun, en fonction de son rythme, en fonction de son usage du territoire, puisse se sentir accueilli et bienvenu. Sur cette question de la ville intergénérationnelle, j'avais eu le plaisir de participer à un forum des solutions juste dans la salle d'à côté avec Action Cœur de Ville. Et là aussi, ça avait été un plaisir parce que travailler avec Action Cœur de Ville et travailler avec des programmes comme Petite Ville de demain également, je vous invite à regarder l'AMI qu'ils ont sorti sur l'habitat inclusif si vous n'en avez pas eu l'occasion, mais c'est très intéressant. Pour nous, c'est essentiel parce que c'est prendre l'angle du territoire pour immiscer ce sujet du vieillissement. Et c'est prendre ce sujet du vieillissement comme un levier de développement du territoire. C'est arrêter de considérer que le vieillissement est un poids qui nécessite de la bienfaisance, de la compensation et des dispositifs à la marge, mais c'est se dire qu'avoir des vieux dans un territoire, ça peut rendre le territoire dynamique. Parce que les vieux sont des bénévoles, des grands-parents, des élus, des acteurs associatifs, des consommateurs, et qui viennent générer de la vie dans les territoires, et donc que ça peut être un levier de développement territorial très intéressant. Voilà, c'est vraiment cette vision qu'on porte au sein du réseau et qu'on développe à la fois du côté du label Amis des aînés qui vise à la fois à donner de la lisibilité aux démarches locales des collectivités, mais aussi à être un guide et un outil pour une démarche qualité. Et puis, c'est aussi l'objet donc, du Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors. Virginie Magnan en a parlé ce matin. C'est un outil qui a été souhaité par la ministre Brigitte Bourguignon et qui a été rendu possible par l'appui de la CNSA et donc qu'on a le plaisir de porter au sein du réseau francophone des villes amies des aînés. Parce qu'en fait, c'est vraiment une façon concrète pour nous, à travers des subventions, de venir faire levier pour que des projets de territoire modernes, innovants, qui répondent aux repères actuels du vieillissement dans les territoires, puissent émerger.
Et au-delà en fait de la subvention en tant que telle, l'idée c'est vraiment de venir déclencher une réflexion dans les territoires, une réflexion plus large. L'idée c'est pas seulement de se dire bah tiens j'ai décidé de mettre des toilettes publiques dans mon village, je vais faire appel au fonds d'appui senior parce que c'est vrai que c'est aussi pour les vieux, mais c'est plutôt de se dire bah voilà il y a ces toilettes publiques, mais peut-être que bah on va choisir l'emplacement de ces toilettes publiques avec les aînés pour que ça corresponde à leurs besoins. Puis peut-être que ce sera des toilettes sèches, si c'est le cas parce que la question des liens entre transition démographique et transition écologique est fondamentale. On va peut-être faire aussi un peu de pédagogie pour expliquer aussi aux générations plus âgées qui sont moins familières de ces équipements-là comment on va travailler. Et l'idée, c'est d'être vraiment dans des projets de territoire qui viennent générer des réflexions, des nouveaux repères. Et juste pour conclure, j'ai envie de vous dire... moi, j'adore mon métier parce que je trouve qu'on a une chance extraordinaire. C'est que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une situation qui est inédite dans l'histoire de l'humanité. Ça n'est jamais arrivé. Et on a de la chance de pouvoir vieillir et on a de la chance de pouvoir vieillir en bonne santé. Mais il faut qu'on accompagne ça pour y donner du sens. Mais on a toute liberté pour inventer des choses, pour essayer des choses, pour créer de nouveaux réseaux. Et ça touche tellement à tous les réseaux, à tous les domaines, à tous les secteurs, qu'on a tous quelque chose à y faire et tous quelque chose à faire avancer pour une société intergénérationnelle et où chacun trouve sa place. Merci. Merci beaucoup, Angélique Giacomini. Restez là, venez prendre place sur le plateau.